Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Froissé crisse, comme une gorge qu'on serre, dans la lumière blafarde d'un matin gris, au fond d'une casse près de Sochaux, un coupé blanc attend son tour. On dirait une bête rare, sauf que son museau est fendu, son pare-choc pend comme une lèvre coupée, et l'habitacle sans se mélange. Écœurant de plastique chauffé, de vieilles sueurs et de désodorisants bon marché, le patron de la casse tapote le toit du doigt. Toc, toc. Celui-là, c'est dommage, hein? On en rêvait, et maintenant on le met au cube. Puis il sourit, presque fier, et lâche. Mais tu vois, même cassé, les gars viennent le voir. Ils le prennent en photo. Comme un animal mort au bord de la route, ça les dégoûte, et ça les attire. Et c'est là, exactement là, que commence l'histoire. Tu as cliqué pour Peugeot RCZ 2010-2015. Tu l'as trouvé. Le coupé français qui ressemble à un concept car tombé sur la route, mais tu vas aussi découvrir pourquoi il est né d'un manque, d'une fin presque honteuse, et pourquoi, malgré son charme, il a toujours eu au-dessus de lui l'ombre froide de la presse, du marché, et d'une question qui pique comme une écharde sous l'ongle. À quoi ça sert, un coupé de rêve, quand le monde n'a plus envie de rêver? Reste jusqu'au bout. Parce que cette voiture n'a pas seulement été fabriquée, elle a été désirée, jugée, parfois humiliée. Et puis, dans un twist que personne n'avait vraiment prévu, elle est devenue un symbole. Pas parfait, pas immaculé, mais culte. Le besoin de la RCZ n'est pas un simple cahier des charges. C'est une crise d'identité, c'est la France automobile au tournant des années 2000. Le quotidien, la rationalité, les diesels qui avalent des kilomètres, les compacts qui se vendent bien, les monospaces qui rassurent. Peugeot, dans cette période, sait faire des voitures solides, efficaces. Mais l'émotion, la provocation, le frisson, ça se dissout. On peut être aimé sans être désiré. On peut être respecté sans être affiché sur un poster. Et c'est là que la marque se met à souffrir d'un manque très particulier, presque humiliant. Celui du halo, cette voiture inutile, mais indispensable à l'ego d'une nation, l'objet qui fait dire « Regarde, nous aussi, on sait faire ça ». Une vitrine roulante, un morceau de cinéma, un coup de poing esthétique. Dans les rues françaises, à cette époque, les coupés raisonnables sont une espèce en voie de disparition. Les gens veulent des voitures qui savent tout faire. Déposer les enfants, aller travailler, partir en vacances, consommer peu. Le carburant coûte, les taxes pèsent. Et l'air du temps n'est pas à la fantaisie. Pourtant, paradoxalement, c'est précisément quand la fantaisie devient difficile, qu'elle devient désirable. Le rêve se vend mieux quand il est rare. Peugeot a déjà flirté avec cette idée, par éclair. Dans l'imaginaire collectif, il y a des fantômes glorieux, des silhouettes sportives, des rallyes, des victoires, des voitures qui crissent dans les souvenirs, mais dans les concessions, ce qu'on voit surtout, ce sont des lignes sérieuses. Il manque une flamme au milieu des chiffres. Et ce manque, il fait mal, parce qu'il se voit dans les regards à un feu rouge quand une Allemande passe, basse, musclée, arrogante. Il se voit dans les magazines où Peugeot est jugé sage, logique, familial, comme si une marque devait choisir entre être aimée par la raison ou désirée par le ventre. Alors la question se pose, brutale, presque indécente. Peut-on encore oser un coupé en France? Un vrai coupé, pas un cabriolet de compromis, pas une sportive inaccessible, mais une machine qui assume d'être là pour la beauté du geste. Une voiture qui ne se justifie pas, qui se vit. Le besoin de la RCZ naît aussi d'un autre phénomène, plus sournois, la standardisation. Les plateformes partagées, les pièces communes, les lignes optimisées par ordinateur, tout devient plus efficace, plus rentable, plus similaires. Les voitures commencent à se ressembler comme des phrases écrites, avec la même police. Et quand tout se ressemble,
La moindre différence devient une révolte. Un toit, une courbe, un détail peut faire l'effet d'une gifle. En France, cette révolte a une saveur spéciale, parce que l'automobile n'est pas seulement un produit, c'est un pan de culture populaire. Une voiture peut devenir un signe social, un personnage, une attitude, et Peugeot, qui a longtemps incarné une France robuste et pragmatique, ressent le besoin d'incarner aussi une France plus insolente, celle qui aime le style, la sculpture, la silhouette, celle qui veut qu'on se retourne. Mais il y a un problème. Un problème qui colle aux chaussures comme du goudron chaud. À la fin des années 2000, le monde change de rythme. L'économie se tend, la confiance se fissure, les clients deviennent prudents, calculent, hésitent, les coupés deviennent un luxe émotionnel, pas toujours assumable. Dans un couple, acheter un coupé peut déclencher une scène. On a vraiment besoin de ça? Et pourtant, c'est là qu'il devient le plus tentant. Parce qu'un coupé, souvent, n'est pas un besoin, c'est une échappatoire. Et plus le quotidien se referme, plus l'échappatoire attire, et plus elle culpabilise. Peugeot le sait. Et c'est là que la naissance de la RCZ prend une tournure dramatique. Car il ne s'agit pas seulement de créer une belle voiture, il faut créer une belle voiture justifiable, un rêve qui ne ruine pas, une sculpture qui ne demande pas un salaire de ministre, une icône accessible, comme un costume bien taillé qu'on peut porter sans vendre un rein. Tu sens déjà la tension, faire une voiture passion avec les outils de la raison, faire du désir avec de la rentabilité, faire un objet culte sans avoir le droit d'être élitiste. Dans les couloirs, cette idée ressemble à une provocation. Certains y voient une folie, d'autres un coup de génie. Et c'est précisément ce mélange qui donne au projet sa pulsation, parce qu'un projet qui ne divise pas est souvent un projet qui ne marque pas. Le besoin de la RCZ se nourrit aussi d'un constat embarrassant. L'image sportive de Peugeot, dans l'esprit des gens, est plus grande. Que sa gamme sportive réelle, les souvenirs courent plus vite que les catalogues. Et quand une marque vit sur des souvenirs, elle finit par être accusée de tricher. Il faut un objet présent, tangible, que les gens puissent toucher, conduire, posséder. Un rappel que Peugeot peut faire autre chose que des voitures sensées. Mais pour être culte en France, il ne suffit pas d'être rapide. Il faut une histoire, une posture, une contradiction séduisante. La France aime les objets qui ont du panache et une faille. Le héros trop lisse ennuie. Le héros abîmé fascine. La RCZ, avant même d'exister, porte une faille. Elle arrive dans une époque qui ne veut pas qu'on fasse ce genre de voiture. Elle naît sous la pression de chiffres, de normes, d'attentes contradictoires. Elle doit être spectaculaire sans être extravagante, sportive sans être punitive, unique sans être coûteuse à produire, française. Dans l'âme mais crédible face aux références étrangères. C'est une corde raide. Et là, le besoin devient presque charnel. Parce qu'une marque, comme une personne, peut étouffer à force de se contenir. On peut imaginer Peugeot regardant son propre reflet dans une vitrine. Je suis fiable. Mais est-ce qu'on me désire? Et la réponse, parfois, fait mal. Alors on rêve d'une voiture qui serait un choc visuel, dès la première seconde. Quelque chose de bas, de tendu, de sculpté. Une voiture qui, même garée, semble prête à bondir. Une voiture qui impose le silence dans une conversation de parking. Une voiture qui rendrait un peu de fierté aux passionnés français, ceux qui en ont marre d'entendre que le plaisir est forcément allemand, italien ou japonais. Mais la France, quand elle rêve, rêve avec une lucidité cruelle. Elle sait qu'on ne pardonne pas l'échec. Surtout quand l'échec est prétentieux. Si Peugeot lance un coupé icône et qu'il tombe à plat, ce sera pire que de ne rien lancer. Ce sera un rire collectif. Une humiliation de plus. Voilà pourquoi le besoin de la RCZ est si intense. Il est accompagné de la peur du ridicule. Et la peur du ridicule, en France, est un carburant puissant. Elle pousse à être brillant, à peaufiner, à trouver le détail qui fera taire les moqueurs. Il y a aussi le besoin d'un objet qui parle à une génération particulière. Celle qui a grandi avec les lignes rondes des années 90, qui a vu arriver les concept cars comme des promesses jamais tenues, et qui veut, une fois dans sa vie, une voiture qui ressemble à un concept sans avoir l'air d'un jouet, un adulte qui veut encore un rêve, mais un rêve sérieux, un rêve qu'on peut assurer, entretenir, et garer devant chez soi sans se faire traiter de clown. Et c'est là que la tension dramatique se resserre.
Parce que Peugeot, pour répondre à ce besoin, doit faire quelque chose qui ressemble à une contradiction vivante. Un coupé qui attire les regards, mais qui reste assez Peugeot pour être accepté. La France adore les révolutions, à condition qu'elles ne brûlent pas la maison. Imagine la scène, presque théâtrale. Dans une réunion, quelqu'un pose une question simple, tranchante, comme un couteau sur une table. Et si on faisait une voiture qui ne ressemble à aucune autre Peugeot? Dans un coin, un financier blêmit, dans un autre, un designer sourit comme s'il venait d'entendre une blague dangereuse. Et au centre, la marque hésite. Si elle ose, elle peut renaître. Si elle se rate, elle se couvre de honte. Le besoin donc est double. Retrouver le désir et prouver qu'on peut oser sans se perdre. Créer une icône qui n'efface pas l'identité, mais qui la réveille. Et dans ce besoin, il y a quelque chose d'étrangement français. Cette idée qu'un objet peut être à la fois populaire et artistique, qu'une voiture peut être un morceau de design dans la rue, au milieu des scooters et des utilitaires, qu'un conducteur ordinaire peut, un instant, se sentir héroïque en tournant la clé, la RCZ doit offrir ça, une transformation intime, une minute de cinéma dans une vie normale. Mais, comme dans toutes les bonnes histoires, le désir appelle son contraire. Plus le besoin de la RCZ devient clair, plus la réalité se met à grogner, les normes de sécurité, les tests, les coûts, les délais. C'est la bureaucratie du rêve. Et cette bureaucratie a un talent particulier. Elle écrase les courbes, elle simplifie, elle arrondit, elle neutralise, elle transforme un cri en murmure. Alors, pour que la RCZ existe, il faut une autre énergie, la rage, une rage élégante, une obstination. Quelqu'un, quelque part, doit dire « Non, celle-là, on ne la rendra pas banale. Même si ça coûte des nuits, même si ça attire des critiques, même si on se coupe. » Et c'est là que l'histoire bascule doucement vers son prochain mouvement. Parce que le besoin n'est plus une envie vague, il devient un pacte, une promesse dangereuse. À ce stade, la RCZ n'est encore qu'une idée, mais elle est déjà un piège délicieux. Car une fois qu'on a annoncé qu'on voulait faire une icône, on n'a plus le droit d'être tiède, on n'a plus le droit d'être pas mal. Il faut frapper. Et tu sais ce qui rend cette histoire encore plus savoureuse? C'est qu'en coulisses, au moment même où l'on rêve de ce coupé sculptural, une autre voix chuchote. D'accord, mais si on fait une voiture trop belle, elle va voler la vedette au reste. Elle va créer de la jalousie, elle va exposer les faiblesses des autres modèles. Oui, même à l'intérieur d'une marque, une icône peut être un poison. Elle peut révéler tout ce qui manque autour d'elle. Voilà le paradoxe. Peugeot a besoin d'un coupé pour briller. Mais une fois le coupé né, il risque de faire paraître le reste plus terne. C'est comme allumer une torche dans une pièce poussiéreuse. Tu vois aussi les toiles d'araignée. Et pourtant, on avance. Parce que parfois, il faut accepter la torche, même si elle révèle trop. Dans les conversations de passionnés, la France automobile est souvent racontée avec nostalgie. On parle d'âge d'or, de modèles mythiques, de sensations perdues. Le besoin de la RCZ, c'est aussi un besoin de présent, une manière de dire « on n'est pas seulement un souvenir, on est encore capable de surprendre ». Alors l'idée s'endurcit, comme du métal sous un marteau. On veut un coupé compact, élégant, agressif, mais pas vulgaire. Une voiture qui donne envie de la caresser du regard. Une voiture qui pourrait devenir le choix de celui qui refuse la banalité, mais qui n'a pas envie d'entrer dans une guerre de prestige. Un objet pour ceux qui veulent être vus, sans crier. Pour ceux qui aiment l'esthétique, mais aussi le quotidien. Un coupé pour la route française, avec ses ronds-points, ses nationales, ses petites routes qui serpentent entre des champs humides et des villages endormis. Et là, l'image devient très claire. La RCZ doit être une silhouette qui traverse la France comme une rumeur. Mais une rumeur, ça se fabrique. Et c'est là que la deuxième partie s'annonce comme une montée en tension. Comment transformer un besoin aussi chargé en réalité industrielle? Comment faire sortir une voiture presque interdite d'une époque prudente? Comment garder la beauté sans la diluer? Quand le besoin devient une promesse, l'atelier se transforme en arène. Parce que le rêve, à ce moment précis, a un ennemi très concret, la réalité industrielle. Les courbes ne se soudent pas toutes seules. Les idées ne passent pas les crash tests. Et une voiture qui doit paraître
Concept car, sans coûter comme un concept, c'est comme demander à un tailleur de faire un smoking. Avec le tissu d'un uniforme, au départ, la RCZ n'est pas encore une voiture. C'est une silhouette sur un mur, une obsession dans des carnets, un murmure dans les couloirs. Et ce murmure a un son particulier, presque insolent. Et si on osait une Peugeot qui n'a pas l'air d'une Peugeot? Rien que cette phrase, dans une marque installée, ressemble à une petite trahison. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Dans la salle de design, on parle en geste, on ne dit pas beau, on dit tendu. On ne dit pas agressif, on dit musclé. On cherche une posture, une attitude, une signature. Le problème, c'est que la signature la plus évidente d'un coupé, c'est le toit. Et là, les designers veulent un toit qui ne soit pas seulement un toit, mais une scène. Quelque chose que même un enfant pourrait reconnaître à 50 mètres. C'est là qu'apparaît l'idée qui deviendra l'empreinte digitale de la RCZ. Ce double bossage, ces deux vagues parallèles sur le pavillon, et comme si le métal avait été soufflé à la bouche. Une forme presque sensuelle, un détail qu'on n'oublie pas. Mais chaque détail qu'on n'oublie pas est un détail qui coûte. Un détail qui complique l'emboutissage, la rigidité, l'étanchéité, l'acoustique. Un détail qui force les ingénieurs à serrer les dents, et tu sens déjà le conflit, comme dans un film. D'un côté, ceux qui veulent l'objet qui fait tourner les têtes, de l'autre, ceux qui voient les colonnes de chiffres, les délais, les tolérances, les tests d'assemblage. Les uns rêvent d'une sculpture, les autres entendent les machines et les garanties. La RCZ se construit dans cette tension-là. Un mariage sous haute surveillance. Puis il y a la question du comment. Comment produire ce coupé sans créer une usine dédiée, sans casser la logique des plateformes, sans faire exploser le budget. Le projet doit être malin, presque rusé. Il faut utiliser ce qui existe. Réinventer avec des bases connues, en coulisses, ça ressemble à un casse. Prendre une architecture de voiture de grande série et la déguiser en star de tapis rouge. Sauf qu'ici, si le maquillage craque, tout le monde le verra. Alors, très tôt, le projet se nourrit de compromis intelligents. On veut une base solide, éprouvée, mais un habillage qui ment. Oui, mentir, mais mentir avec élégance. Mentir au premier regard pour que le cerveau dise « c'est quoi ça ?» avant même de comprendre que, sous la peau, il y a du pragmatisme. C'est une illusion assumée, et c'est précisément ce qui rend la RCZ fascinante. Elle est née de la magie appliquée à l'industrie. Le dessin extérieur devient une bataille millimétrique. La face avant doit être agressive, sans tomber dans la caricature. Les flancs doivent être sculptés, mais pas fragiles. L'arrière doit être court, dense, comme un muscle contracté. Et chaque ligne doit survivre au passage de la maquette à l'acier. Ce moment cruel, où le réel a tendance à aplatir les promesses, on imagine les premières maquettes grandeur nature. La lumière glisse sur la carrosserie, et tout le monde tourne autour, comme autour d'une bête. Certains sourient, d'autres font semblant de ne pas être impressionnés, mais leurs yeux trahissent un réflexe. On se surprend à la regarder trop longtemps, et dans l'univers automobile, regarder trop longtemps, c'est déjà un verdict. Mais ensuite arrivent les détails qui peuvent tuer un projet. La hauteur de toit, la visibilité, la position de conduite. Un coupé trop bas devient invivable. Un coupé trop haut devient ridicule. Il faut trouver ce point exact où le corps se sent dans la voiture, sans se sentir puni. La RCZ doit être sportive dans l'âme, pas dans la souffrance. Et pendant qu'on sculpte l'extérieur, l'intérieur pose une autre question. Plus dangereuse encore. Comment faire rêver sans inventer? Une cabine totalement nouvelle? Parce que la cabine, c'est cher. C'est des outillages, des homologations, des milliers de pièces. Les rêves meurent souvent sur les planches de bord. Alors l'équipe doit jouer un jeu délicat. Reprendre des éléments connus, oui, mais leur donner une ambiance différente. Faire en sorte qu'on ne se sente pas dans la même voiture que tout le monde, même si certaines pièces viennent de la grande série. On ajoute des touches, des matières, une position de conduite plus enveloppante. On travaille l'illusion, encore. Et l'illusion, ici, doit tenir au quotidien. Pas seulement sur un salon sous des projecteurs, parce que c'est ça le piège. Sur un salon, tout paraît plus beau. Sous des lumières calibrées, même un mauvais plastique peut avoir l'air noble. Mais dans une vraie vie, au soleil, au froid, avec les doigts, les clés, les ongles,
les jeans, les sièges qui grincent. La vérité ressort. La RCZ doit être belle quand on la filme, mais aussi quand on la subit. Et puis arrive la question qui fait grimacer les puristes, le moteur. Parce qu'un coupé, dans l'imaginaire, c'est la promesse d'un rugissement, et dans la réalité du marché, c'est la promesse d'un équilibre. On veut des performances, mais on veut aussi vendre, on veut une gamme cohérente, des coûts maîtrisés, des émissions acceptables. La RCZ est prise dans une époque où l'écologie et les taxes commencent à peser sur les rêves comme des sacs de sable. Alors l'offre mécanique doit être une stratégie, suffisamment vive pour ne pas humilier l'allure, suffisamment raisonnable pour rester accessible. Et au milieu de tout ça, il y a la version qui cristallise l'attention. La RCZ doit-elle devenir une vraie sportive ou rester un coupé de style? À ce stade, la réponse n'est pas encore une certitude, c'est une négociation. La négociation, elle se joue aussi sur la route. Pendant les essais, imagine la scène. Des prototypes camouflés, des bandes adhésives, des panneaux noirs, des silhouettes qu'on cache comme un secret. On les envoie sur des routes isolées, sur des pistes, sous la pluie, la poussière, la chaleur. Les ingénieurs écoutent, les designers observent. On règle une suspension, on modifie une direction, on change un support, on renforce une pièce. Et à chaque correction, le projet se rapproche d'une chose étrange. Une voiture qui doit être à la fois émotionnelle et stable, comme un acteur charismatique qui ne doit jamais oublier son texte. Il y a un moment, dans la naissance d'une voiture, qui ressemble à une crise de panique. Quand on réalise que la beauté ne suffit pas, qu'une voiture peut être magnifique et pourtant décevante au volant. Et cette déception-là, dans un coupé, serait une trahison totale. Parce que le client n'achète pas seulement une forme, il achète une histoire à vivre. La RCZ doit donner la sensation d'être spéciale dès les premiers mètres. Position, direction, bruit, freinage, tenue de cap, tout doit dire. Tu n'es pas dans une simple compacte déguisée, même si, quelque part, elle l'est un peu. C'est ça le défi. Transformer l'ADN sans renier les gènes. Et le plus cruel, c'est que la RCZ doit aussi être vendable. Ça paraît bête, mais c'est une contrainte qui tue des rêves. Vendable, ça veut dire coffre pas ridicule, consommation pas honteuse, entretien pas absurde, fiabilité acceptable, assurance pas délirante. Le coupé doit être désirable, mais pas suicidaire. Pendant le développement, les équipes cherchent donc une alchimie. Elles veulent une voiture qui se conduit avec une certaine précision, mais qui ne casse pas le dos sur un pavé parisien. Elles veulent un châssis sérieux, mais pas une machine qui fatigue. Et surtout, elles veulent une cohérence entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Si tu regardes la RCZ et que tu t'attends à une bête, elle ne peut pas te donner l'impression d'un animal domestique. Sinon, l'illusion se brise. Et l'illusion brisée, c'est le ridicule. C'est là qu'entre en scène un autre élément dramatique, l'image publique. Parce qu'avant même d'être vendue, la RCZ est attendue, on l'a entrevue, on en a parlé, on l'a imaginée. Et quand une voiture est imaginée, elle devient dangereuse. Elle ne sera jamais exactement comme dans la tête des gens. Elle ne peut que décevoir une partie du fantasme. Alors l'équipe doit choisir. Doit-on promettre peu et surprendre, ou promettre beaucoup et risquer la chute? Le marketing veut des phrases fortes. Les ingénieurs veulent du concret. Les designers veulent qu'on parle de la silhouette. Et au milieu, la voiture doit rester honnête. Et puis, il y a un épisode que beaucoup ignorent. La naissance de la RCZ se fait aussi dans un climat de comparaison permanente. Les références existent. Elles rôdent comme des ombres. Chaque décision est jugée à l'aune d'un « ils font comment, eux ?» Chaque courbe, chaque dimension, chaque choix d'architecture est confronté à ce que font les autres. Et l'angoisse secrète, c'est de produire quelque chose de pas assez. Cette angoisse est un moteur puissant. Elle pousse à peaufiner, à surtravailler, à passer des nuits sur un raccord de carrosserie, une ligne de vitrage, un détail de toit. Parce que la RCZ ne peut pas se permettre d'être approximative. Elle veut être culte. Et le culte ne pardonne pas le bâclé. À un moment, la RCZ devient un objet presque superstitieux. Dans une équipe, on commence à parler d'elle comme d'une personne. Elle le mérite, elle est capricieuse, elle veut ça, elle refuse ça. Quand un projet devient personnifié, c'est qu'il a pris le contrôle émotionnel
Ce n'est plus seulement une voiture, c'est une créature qu'on élève. Et pourtant, même élevées avec amour, certaines créatures portent en elles un twist sombre. Le danger de l'écart entre la promesse et la réalité industrielle. Le twist, il vient souvent d'un détail inattendu. Un jour, quelque chose ne passe pas. Un assemblage, un bruit, un ajustement. On découvre qu'une belle idée ne tient pas au long terme. On doit modifier une pièce, renforcer une zone, simplifier une forme. Et simplifier une forme, pour un designer, c'est comme amputer un membre, ça laisse une douleur fantôme. Alors on se bat, on invente des solutions, on négocie des millimètres. Et parfois, on gagne. Parfois, on perd. Mais dans cette lutte, la RCZ se forge. Elle prend ce côté paradoxal, très stylé, mais né de contraintes. Il y a aussi un point qui change tout. La voiture doit être produite avec une qualité d'assemblage irréprochable, parce que c'est un coupé. Un coupé attire les regards. Et ce qui attire les regards expose les défauts. Une berline familiale peut parfois être pardonnée pour un ajustement moyen. Un coupé sculptural, jamais. La moindre différence de jeu entre deux panneaux, la moindre irrégularité, devient une insulte. Et une insulte, sur une voiture icône, se transforme en scandale. C'est pour ça que, dans le développement, la qualité n'est pas un détail, c'est une condition de survie. La RCZ doit donner l'impression d'être plus chère qu'elle ne l'est. Elle doit être premium dans la perception, même si elle reste dans une logique accessible. Elle doit tromper le monde avec une classe insolente. Et puis, arrive le moment où on arrête de parler de projet et où on commence à parler de lancement. Ce moment-là est toujours étrange, comme si on devait libérer une chose qu'on a protégée trop longtemps. On prépare les images, les communiqués, les premières présentations. On choisit des couleurs, des ambiances, des routes de tournage. On veut la montrer sous son meilleur angle, comme on présente un acteur au public. Mais une voiture, contrairement à un acteur, ne peut pas improviser. Elle doit être prête à tout. Les routes, les journalistes, les clients, les forums, les rumeurs, les essais comparatifs. Le monde va la mâcher, la recracher, la juger. Et au milieu de cette préparation, il y a un détail presque cruel. La RCZ, avec son style, s'expose à la jalousie. Oui, à la jalousie. Certains vont l'adorer, d'autres vont la détester uniquement parce qu'elle ose, parce qu'elle brille dans un paysage où beaucoup se ressemblent, parce qu'elle fait de l'ombre, et en France, on le sait. L'objet qui attire trop de regards attire aussi les critiques. Donc, au moment où la RCZ est finalisée, elle est déjà entourée d'un halo de promesses et d'une lame de rasoir. Elle n'a pas encore roulé dans la vraie vie, mais elle est déjà prête à être aimée et attaquée. Et c'est là que la deuxième partie se termine sur une sensation précise. La RCZ est conçue, peaufinée, rendue réelle. Mais elle n'a pas encore affronté le public. Elle est comme une bête magnifique derrière une vitre. On la voit, on la désire, on la juge avec les yeux, mais on ne sait pas encore si elle mord, si elle danse ou si elle trébuche. Le rideau va se lever. Et quand il se lève, ce n'est pas seulement une voiture qui entre en scène, c'est une idée française du coupé, une tentative de redevenir séduisant dans un monde qui préfère la prudence. Le jour où la RCZ se retrouve face au public, ce n'est pas un simple lancement, c'est un examen national, presque intime. Les premières images circulent, et tout de suite il y a ce réflexe. On s'approche, on zoome, on cherche la faille, parce qu'une Peugeot qui ose être belle, c'est presque un événement politique dans le petit monde des passionnés, comme si la marque avait osé sortir en public avec un costume trop élégant. On applaudit, et on attend de voir s'il va se salir. Les premières réactions ressemblent à un choc doux, comme une main froide sur la nuque. On entend des phrases qui reviennent, obstinées. On dirait un concept car. C'est une Peugeot, ça? Ça ressemble à, mais en plus discret. On ne cite pas toujours les noms, mais les comparaisons flottent dans l'air comme des parfums. Et ce parfum-là, c'est celui de la suspicion. Est-ce un vrai coupé de caractère ou une belle illusion sur une base de grande série? Le public veut savoir, les journalistes veulent sentir, les forums veulent disséquer, puis la RCZ arrive dans les concessions, et là, la réalité du marché commence. Le moment où le rêve doit passer le test le plus cruel de tous, celui du portefeuille.
C'est une scène qu'on voit partout en France. Un homme, souvent, parfois un couple, parfois un jeune qui se donne une contenance, tourne autour de la voiture comme autour d'un animal qu'il voudrait adopter, mais qu'il n'ose pas caresser. Il regarde le toit, il regarde les hanches, il ouvre la porte, il s'assoit. Et il ne dit rien pendant quelques secondes, parce que dans sa tête, il est déjà ailleurs, sur une route, seul, le soir, avec une chanson. La RCZ vend d'abord une projection, un film intérieur. Mais le marché, lui, ne juge pas sur les films. Il juge sur les compromis. Et la RCZ, dès les premiers essais presse, se retrouve dans ce paradoxe dangereux. Elle est souvent saluée pour son style, pour cette silhouette qui impose un silence, mais elle est aussi mise face à une question qui pique. Est-ce qu'elle est à la hauteur de sa beauté? On ne lui pardonne rien, parce qu'elle a promis beaucoup sans le dire. Sa carrosserie est une promesse muette. Sur route, beaucoup découvrent une voiture qui se veut sportive, sans être brutale. Une voiture stable, sérieuse, avec un comportement rassurant, parfois plus GT compact que pure sportive. Certains adorent. C'est précisément ce qu'ils veulent. Un coupé qu'on peut vivre au quotidien. D'autres grinceraient presque des dents. Ils voulaient une bête. Ils ont une danseuse. Et une danseuse, même sublime, peut frustrer celui qui voulait un boxeur. Là, la RCZ commence à créer sa légende de façon inattendue. Par la division. On parle d'elle comme d'un objet magnifique, qui ne fait pas l'unanimité sur la sportivité. Et c'est exactement le genre de tension qui fabrique le culte. Les voitures qui plaisent à tout le monde deviennent vite transparentes. Celles qui provoquent, celles qui obligent à prendre position, restent dans les mémoires. Dans les rues, la RCZ devient un aimant à regard. Et ça, c'est une donnée que les essais ne mesurent jamais assez, parce que le vrai test d'un coupé, ce n'est pas seulement un chrono, c'est l'effet social, les gens tournent la tête. Les enfants pointent du doigt, les adultes ralentissent pour regarder. Même ceux qui s'en fichent des voitures disent « Elle est belle, celle-là ». Et là, un phénomène français se produit. La RCZ devient une voiture qu'on repère. En France, beaucoup de gens ne connaissent pas les références techniques, mais ils ont un œil pour les silhouettes. Ils reconnaissent une voiture comme on reconnaît un visage. Et la RCZ a un visage, un toit qui se retient comme un surnom. Sauf que ce statut attire aussi son revers. L'exposition. Quand on est vu, on est jugé. La RCZ, dans la vraie vie, se retrouve confrontée à tout ce qui transforme une passion en contrainte. Les bordures, les parkings, les petites routes abîmées, les ralentisseurs, les portières qu'on ouvre trop près. Une voiture belle, c'est une voiture qu'on a peur d'abîmer. Et la peur d'abîmer, c'est une forme d'angoisse quotidienne. Alors les propriétaires apprennent une nouvelle manière de vivre. Se garer loin, marcher plus, éviter certains endroits. Regarder le pare-choc comme on regarde une dent. Est-ce que quelqu'un l'a touché? Et cette vigilance nourrit le lien. Quand tu fais attention à un objet, tu t'y attaches. Quand tu t'y attaches, il devient plus qu'un objet. La RCZ commence à être photographiée partout. Devant des murs en pierre, sur des routes de campagne, au bord de la mer. Elle devient un décor de vie, un signe d'identité. On la voit sur des réseaux, sur des forums, avec des propriétaires qui parlent d'elle comme d'un choix de cœur. Je voulais quelque chose de différent. Je ne voulais pas la voiture de tout le monde. Et c'est là que l'exploitation, l'usage quotidien, révèle quelque chose d'intéressant. La RCZ est une voiture de compromis assumée. Elle n'est pas un monstre ingérable. Elle est un plaisir qu'on peut répéter. Et pour beaucoup, c'est précisément la définition d'un coupé culte. Une voiture qui n'est pas réservée au dimanche, mais qui transforme. Le lundi en quelque chose de moins gris. Sur autoroute, elle glisse. Sur départementale, elle se place. Elle n'est pas toujours violente, mais elle est précise. Et plus important encore, elle donne le sentiment de conduire quelque chose de rare. Et la rareté, même relative, est un carburant émotionnel puissant. On peut rouler à vitesse normale et se sentir spécial si la voiture raconte une histoire. Au fil des mois, le marché fait ce que le marché fait. Il trie, ceux qui ne voulaient qu'un coupé pour épater se lassent parfois. Ceux qui ont acheté pour la silhouette, pour l'usage, pour l'équilibre, s'installent. Ils deviennent la base du culte, les fidèles. Puis arrive un twist. La RCZ, en vieillissant un peu,
commence à être perçue différemment. Au début, elle était la nouvelle Peugeot bizarre et belle. Ensuite, elle devient celle qu'on ne voit pas partout. Et dans une époque où tout se ressemble, ne pas être partout, c'est gagner en prestige. La RCZ se met à prendre de la valeur symbolique, pas forcément en euros, mais en regard. On commence à se dire, ils ne font plus ça. Et ça, c'est une phrase dangereuse. Ils ne font plus ça. Parce que dès que tu dis ça, tu fabriques un mythe, tu fabriques une nostalgie immédiate. Tu transformes une voiture récente en objet déjà regretté. La RCZ est en train de devenir un souvenir vivant. Dans les discussions, on voit émerger des histoires, et ce sont ces histoires qui font la célébrité. Une RCZ qui traverse la France pour un road trip. Une RCZ qui sert de voiture de mariage. Une RCZ qui devient la voiture de papa et qui marque un enfant à vie. Parce qu'un coupé, quand tu es enfant, c'est une promesse. C'est la voiture qui dit que la vie peut être plus belle que le quotidien. Mais la célébrité a aussi son côté sale, le côté que la casse de Sochaux connaissait déjà. Tout objet désiré finit par être abîmé, et quand la RCZ entre dans le marché de l'occasion, on voit apparaître des exemplaires fatigués, mal entretenus, bricolés, parfois martyrisés, des jantes rayées, des intérieurs marqués, des modifications douteuses. La voiture qui était sculpture devient parfois caricature. Et là, la RCZ révèle un autre visage, celui d'un coupé accessible qui attire des profils différents. Certains la bichonnent comme une œuvre, d'autres la traitent comme un jouet. Et la coexistence des deux nourrit une légende contrastée. La RCZ est à la fois un objet chic et un objet vulnérable. Ce contraste crée une émotion étrange chez les passionnés, de la fierté et de la tristesse. Fierté de voir une Peugeot qui fait tourner les têtes, tristesse de la voir parfois finir en épave, en annonce douteuse, en bonne affaire qui cache une histoire. Comme si le destin de la voiture reflétait une vérité sur les rêves accessibles. Ils sont magnifiques, mais ils peuvent être consommés trop vite. À ce stade, la RCZ commence à être vraiment célèbre, mais d'une manière organique, presque souterraine. Elle n'est pas la star de tout le monde, elle est la star de ceux qui aiment les objets un peu à part. Ceux qui veulent une voiture qui raconte quelque chose sans hurler, ceux qui aiment le design, mais qui ne veulent pas d'un badge trop lourd. Ceux qui aiment être regardés, mais pas catalogués. Et en France, c'est un profil très spécifique. La France adore les objets qui sont chics mais pas prétentieux. La RCZ tombe pile dans cette case pour beaucoup. Elle est élégante, mais elle reste française. Elle ne donne pas l'impression de jouer aux riches. Elle donne l'impression de jouer au style. Et puis, il y a la route française elle-même, qui participe à la célébrité. Une voiture comme la RCZ prend tout son sens sur les départementales, sur les routes entre deux villages, sur les rubans d'asphalte, qui serpentent entre des haies, là où tu n'as pas besoin de 400 chevaux pour sourire, là où le plaisir vient du rythme, de la courbe, de la position de conduite. La RCZ devient une compagne de paysage, mais la tension dramatique continue de monter, parce que le marché, lui, n'est pas sentimental. Il regarde les volumes, les tendances, les marges, les normes, et pendant que les propriétaires construisent une petite mythologie, la réalité industrielle prépare déjà une autre sentence. Les coupés, en général, se vendent de moins en moins. Les SUV prennent la place dans l'imaginaire et dans les garages. Les gens veulent être hauts, rassurés, polyvalents. Le coupé devient un caprice, un choix courageux. Et c'est là que l'histoire se tord une nouvelle fois. Plus le monde s'éloigne des coupés, plus la RCZ, elle, gagne en statut. Comme une chanson d'un autre temps qui devient plus belle quand elle n'est plus à la mode. La RCZ finit par porter une émotion très particulière, celle d'un dernier éclat. Un geste de style dans une période qui ferme la parenthèse du coupé accessible. Un « on l'a fait » avant que la porte ne se referme. Et ce qui rend le tout presque cruel, c'est que la RCZ, même dans ses limites, réussit quelque chose que beaucoup de voitures échouent à faire. Elle devient un repère visuel et affectif. Elle crée des souvenirs. Elle crée des photos. Elle crée des débats. Elle crée des histoires. Elle devient, doucement, un objet dont on parle au passé même quand on le croise encore au présent. C'est comme ça qu'une voiture devient culte. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle laisse une trace émotionnelle, parce qu'elle provoque une réaction,
parce qu'elle donne envie de dire quelque chose. Et maintenant, l'attention arrive à un point critique. Si la RCZ est devenue célèbre et aimée par une communauté, qu'est-ce qu'elle a vraiment laissé à l'industrie? Qu'est-ce qu'elle a changé, même discrètement? Est-ce qu'elle a été un feu de paille ou un signal? Est-ce qu'elle a ouvert une porte ou juste illuminé un couloir avant de s'éteindre? La dernière partie, c'est celle du legs. Et parfois, le legs d'un coupé n'est pas là où on l'attend. Quand une voiture disparaît des catalogues, elle commence une seconde vie. Et c'est souvent là, paradoxalement, qu'elle devient vraiment dangereuse. Parce qu'elle n'a plus besoin de plaire à tout le monde. Elle n'a plus besoin de convaincre un chef de produit, ni de tenir un objectif trimestriel. Elle devient un souvenir en mouvement. Et la RCZ, une fois sortie de scène, se met à agir comme un aimant. Plus elle s'éloigne, plus elle attire. Ce qu'elle a laissé à l'industrie automobile, ce n'est pas seulement une ligne, ni un chiffre de vente, ni une série limitée qu'on collectionne. La RCZ a laissé quelque chose de plus rare, surtout pour une marque généraliste. La preuve qu'une voiture peut être un acte culturel. Même quand elle naît de contraintes, elle a laissé une leçon presque insolente. La beauté peut venir de l'ingénierie raisonnable, si on accepte de se battre pour chaque millimètre. Au début, beaucoup ont voulu raconter la RCZ comme une parenthèse, un coup de style, une fantaisie, un petit délire contrôlé. C'est une manière confortable de la ranger dans une boîte. Mais la vérité est plus intéressante. Elle a fissuré un mur, elle a montré qu'un constructeur populaire peut se permettre un objet émotionnel sans sombrer dans l'élitisme, et surtout, sans trahir son public. En France, ça compte. Parce que la France a toujours aimé l'idée d'un luxe accessible, d'une élégance pas arrogante. La RCZ, même quand elle ne prétend pas être une supercar, joue ce rôle. Elle démocratise une posture, pas une performance brute. Et cette posture, c'est déjà une révolution silencieuse. Ce qu'elle a apporté, d'abord, c'est la réhabilitation de l'audace, dans une époque de prudence. Ça peut sembler abstrait. Mais imagine l'impact en interne. Une voiture comme la RCZ, quand elle existe, devient une référence mentale. Elle sert d'argument dans d'autres projets. Quelqu'un peut dire « on a réussi à garder ce détail-là », alors on peut garder celui-ci. On ne parle plus seulement de coût, on parle de fierté, et la fierté, dans une industrie, est un carburant. La RCZ a aussi laissé un héritage esthétique plus profond qu'on ne le croit. Elle a rappelé que l'identité d'une voiture ne vient pas uniquement d'une calandre ou d'un logo, mais d'une silhouette. Elle a remis la silhouette au centre du discours, dans un monde où beaucoup de voitures commencent à se ressembler, où les faces avant se copient, où les signatures lumineuses deviennent des tics de style. La RCZ a prouvé qu'un seul geste de forme, ce toit, ce profil, ces épaules, peut suffire à créer une reconnaissance immédiate. C'est une leçon de design presque brutale. Tu n'as pas besoin de crier si tu sais dessiner, et là, un twist apparaît avec le temps. La RCZ devient un étalon émotionnel, parfois même contre Peugeot. Parce que lorsque les années passent, certains regardent les gammes suivantes et murmurent « Pourquoi ils n'ont pas refait ça ?» Et cette question est un compliment empoisonné. Elle signifie que la RCZ a fixé une attente, elle a créé une nostalgie active, elle est devenue la preuve qu'on peut faire plus sensuel, plus sculptural, plus cinéma, et donc, chaque nouveau modèle plus rationnel se retrouve comparé à ce souvenir-là. La RCZ devient une ombre élégante derrière les vitres des concessions, mais son héritage ne se limite pas à l'esthétique. Il touche un point plus délicat. La relation entre une marque généraliste et l'idée de premium, la RCZ a joué avec les codes du premium sans emporter le prix comme un masque. Elle a montré qu'on peut vendre une perception de qualité, de désir, de rareté, avec une intelligence d'assemblage, de proportion et d'ambiance. C'est le genre de choses que le marketing adore sur le papier, mais que l'industrie redoute, parce que c'est exigeant. Tu ne peux pas tricher longtemps avec la perception. Si la voiture est belle, elle doit aussi tenir, elle doit vieillir avec dignité, et c'est là que la RCZ se met à être jugée sur le long terme, dans sa seconde vie, la vie de l'occasion, des kilomètres, des hivers, des étés, des propriétaires multiples. Sur ce terrain-là, elle devient un objet presque moral. Elle récompense ceux qui la respectent et punit ceux qui la consomment comme un jouet jetable.
Et cette moralité mécanique nourrit le culte. On raconte des histoires de RCZ bien entretenues, comme on raconte des histoires de montres anciennes, de vestes en cuir qui se patinent. Les propriétaires passionnés parlent du soin, des détails, des sensations. Ils partagent des photos, des restaurations, des améliorations. Le culte se fabrique dans ces gestes-là, pas dans les brochures. Et puis, il y a le legs le plus inattendu. La RCZ a contribué à définir ce que culte veut dire en France, à l'époque moderne. Avant, la voiture culte, on l'imaginait souvent comme une sportive pure, une bête de rallye, une légende d'archives. La RCZ propose une autre définition. Une voiture peut être culte simplement parce qu'elle est différente, reconnaissable et qu'elle donne une sensation d'exception au quotidien. C'est un culte de design et de mode de vie, pas uniquement de performance. Et cette nuance est très française. L'art de transformer un objet utilitaire en accessoire de style, dans l'industrie, ça a un effet domino discret. On comprend que l'émotion ne vient pas forcément de la puissance, mais de la présence. Que le wow peut naître d'une ligne, d'une posture, d'un toit qui semble impossible. La RCZ a normalisé, d'une certaine manière, l'idée qu'un constructeur de grande série peut créer une voiture image, sans forcément la rendre inaccessible. Et ça, c'est précieux dans un monde où les marques cherchent sans cesse à se distinguer. Maintenant, regarde l'autre face du leg, celle qui gratte, celle qui sent un peu le métal chaud et l'huile. La RCZ a aussi révélé la fragilité des coupés dans le monde moderne. Elle est devenue un symbole d'un moment où l'industrie pouvait encore se permettre de fabriquer une voiture pour le désir, avant que la logique de marché ne pousse encore plus vers la polyvalence, les silhouettes hautes, l'uniformisation. À travers la RCZ, on voit la bascule culturelle. Le coupé devient une exception, presque une résistance. Et cette résistance, en France, se charge d'une aura romantique. Conduire une RCZ aujourd'hui, ce n'est pas seulement conduire une Peugeot, c'est conduire une idée qui a failli disparaître. C'est là que la RCZ devient vraiment culte au sens viscéral. Elle incarne une époque où l'on osait encore un objet qui n'avait pas d'excuse pratique parfaite, et dans une société qui demande sans cesse des justifications, l'objet sans excuse devient subversif. On pourrait croire que son héritage, c'est une invitation à refaire un coupé. Mais le vrai twist est plus cruel. Son héritage, c'est aussi de montrer pourquoi on en refait si peu. Parce que pour qu'un coupé comme la RCZ existe, il faut un alignement rare, une marque qui accepte de risquer l'image, des équipes qui se battent pour les détails, un marché suffisamment ouvert, et une période où les normes, les coûts, les tendances laissent encore une petite porte ouverte. La RCZ, en existant, prouve la difficulté de l'exploit, elle est la preuve, et le rappel de la fermeture progressive. Et pourtant, même si on ne refait pas exactement une RCZ, son esprit survit autrement. Il survit dans les équipes qui ont appris qu'une signature visuelle peut transformer une marque. Il survit dans les discussions où quelqu'un ose dire « Et si on faisait quelque chose qui fasse tourner la tête ?» Il survit dans les petites décisions de style, dans l'attention aux proportions, dans la volonté de ne pas tout lisser, et il survit surtout dans la rue. Parce que l'héritage réel d'une voiture, ce n'est pas un discours officiel, c'est sa place dans la vie des gens. En France, la RCZ a laissé une empreinte dans des souvenirs très concrets. Les sorties du soir, les départs en vacances à deux, les routes humides de Bretagne, les tunnels où l'écho du moteur fait sourire, les parkings où l'on revient une fois pour la regarder encore. Ce sont ces moments-là qui font une légende. Tu sais ce qui est fascinant? C'est que la RCZ, avec son style, a créé une sorte d'intimité publique. Les propriétaires racontent souvent la même sensation. La voiture attire des regards, mais elle n'attire pas la haine. Elle attire la curiosité, parfois le respect. Comme si les gens reconnaissaient l'effort. Comme si, même sans connaître les détails, ils sentaient qu'elle n'est pas banale. En France, cette reconnaissance silencieuse compte énormément parce que le regard des autres est un miroir social puissant. Alors oui, la RCZ a contribué à l'industrie en rappelant l'importance de l'émotion, mais elle a aussi contribué à quelque chose de plus diffus, l'identité française du coupé moderne.
Elle a montré qu'un coupé français pouvait exister sans singer une brutalité étrangère, sans tomber dans la caricature. Un coupé qui privilégie l'élégance tendue, la sensualité des surfaces, l'équilibre du quotidien. Elle a fait comprendre que l'esprit grand tourisme peut être accessible, et que l'accessibilité n'empêche pas la dignité. Et maintenant, retourne mentalement à cette casse, au début. Le pare-choc pend, la carrosserie est blessée, ça sent mauvais. Et malgré ça, les gens viennent. Ils prennent des photos. Il reste quelques secondes de plus qu'ils ne devraient. Ce n'est pas parce qu'ils cherchent une pièce détachée, c'est parce qu'ils reconnaissent un objet qui a compté, un objet qui a osé. Un objet qui, même abîmé, garde une forme de beauté triste. C'est ça, le signe ultime du culte. Quand la voiture n'est plus seulement belle quand elle brille, mais quand elle souffre, quand elle garde une aura même en fin de vie, comme un acteur vieillissant dont le visage marqué raconte encore des films, la RCZ a été un miroir et un défi, un miroir, parce qu'elle reflète ce que la France aime. Le style, la nuance, l'objet qui se distingue sans hurler. Un défi, parce qu'elle rappelle que l'audace est chère, fragile, et rarement récompensée par des foules, mais elle n'a pas besoin de foules. Les objets cultes vivent avec des communautés, des regards, des histoires, et peut-être que la conclusion la plus dérangeante, celle qui laisse un goût métallique sur la langue, c'est celle-ci. La RCZ est devenue culte parce qu'elle ressemble à une contradiction française roulante, elle est née d'une industrie rationnelle. Mais elle parle au ventre, elle a été vendue dans un monde qui n'en voulait plus vraiment, mais elle a été aimée précisément pour ça. Elle n'est pas parfaite, et c'est ce qui la rend attachante. Elle est belle, mais pas invincible. Elle est désirée, mais pas universelle. Elle est un oui prononcé dans une époque qui disait non, et si tu cherches pourquoi elle est culte en France, la réponse tient dans une image simple. Sur une route de campagne, un soir de toisante, hiver, la RCZ passe, ses feux arrière s'éloignent, et pendant 2 secondes, le paysage paraît plus cinématographique. 2 secondes où la vie a l'air d'un film, 2 secondes où la France se souvient qu'elle sait encore faire des objets qui font battre le cœur.